Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Inaki Echaniz pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs les ministres, pardon. Nous sommes usés par vos méthodes qui nous obligent à nous battre via de multiples motions de censure pour pouvoir nous exprimer sur le projet de loi de finances 2023. Nous sommes usés de voir tant d'amendements importants et utiles balayés, ou pire, supprimés, adoptés puis supprimés dans la version finale de ce projet de loi. Nous sommes usés de voir des amendements refusés par la représentation nationale, puis ajoutés en catimini au Sénat ou dans un de vos innombrables 49.3. Nous sommes usés de la longue litanie de critiques suggérant que nous, parlementaires élus par le peuple, ne voudrions pas travailler avec le gouvernement, alors que les 9 49.3 dégainés avant même la fin ou même le début des discussions et la version conservée du texte final démontrent que c'est vous, Madame la Première ministre, qui ne souhaitez pas ce travail en commun. Ce travail en commun, qu'il soit effectué avec l'Assemblée, tout comme avec le Sénat, puisque sur les 112 articles ajoutés par les sénateurs, 90 ont été supprimés. Nous sommes usés de vos arguments justifiant l'arrêt des débats par un soi-disant manque de temps. Le nombre d'amendements était très restreint dans cette nouvelle lecture et surtout, vous le savez très bien, si le Parlement dépasse les délais constitutionnels, la LOLF permet au gouvernement de mettre le budget en œuvre unilatéralement par ordonnance. Les enjeux de ce texte sont tels qu'il est désolant de constater que vous ne voulez pas entendre et prendre en compte les positions de la représentation nationale. À travers nos remarques, ce sont pourtant nos territoires et leurs spécificités, nos associations, nos acteurs économiques et culturels, nos chambres consulaires, nos syndicats, nos concitoyens qui s'expriment. On ne peut pas museler toutes ces réflexions par peur d'une obstruction fantasmée. Vous nous dites que nous ne voulons pas travailler avec vous, mais c'est faux, Madame la Première ministre. Nous sommes prêts à échanger et à avancer sur des mesures communes. Vous ne souhaitez pas ce travail en commun. Ce projet de loi de finances, dans un contexte si grave, aurait dû être construit en intelligence avec les oppositions. Nous ne pouvons aujourd'hui que constater que sur la forme, tant que sur le fond, vos méthodes ne sont pas satisfaisantes. Ce texte, comme vous en doutez, ne nous convient pas. Il aurait pu porter des mesures fortes et innovantes pour un budget ambitieux en matière d'écologie, comme à travers la conditionnalisation du crédit d'impôt recherche à des critères écologiques, la taxation des activités polluantes ou une réforme de MaPrimeRénov' afin d'y intégrer des vrais critères de performance énergétique. Il aurait pu être un budget qui soutienne le pouvoir d'achat des Français et créer des moyens pérennes, ciblés et soutenables face à l'inflation. L'augmentation du SMIC est urgente, Madame la Première ministre. Ce budget, il aurait pu redistribuer les richesses, alors que la précarité explose dans notre pays et que la liste des secteurs qui ont engrangé des superprofits s'allonge. Taxons les superprofits, Madame la Première ministre, les superdividendes ou les profiteurs de guerre. Ce budget aurait pu aussi améliorer la condition de vie des Français, à travers des mesures fortes pour répondre aux urgences, comme celle de l'accès au logement, notamment en zone tendue, du renforcement de notre système de solidarité, de l'accès aux études supérieures pour tous, en garantissant des conditions de vie dignes à nos étudiants, ou de l'accès à une formation professionnelle sans condition, et certainement pas celle d'obliger les demandeurs à participer financièrement, comme cela serait le cas dorénavant avec le CPF. En effet, un amendement de dernière minute introduit au Sénat par le gouvernement et largement précisé dans un prochain décret contraindra les salariés à payer un reste à charge s'ils souhaitent se former. Qu'il y ait de la fraude au CPF, c'est évident. Qu'il faille lutter contre aussi, mais ne jetez pas le bébé avant l'eau du bain. Ne signez pas l'arrêt de mort du CPF. Et avec lui, la montée en compétence des individus et des entreprises. Cette méthode en catimini est indigne. À tout cela, vous nous répondez, Madame la Première ministre, suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, soit une perte de 3,8 milliards d'euros en 2023 et de 7,6 milliards chaque année à partir de 2024. Pour une entreprise comme Total, encore Total, cela représente par exemple 6,5 millions d'euros de cadeaux en 2023 et 13 millions en 2024. Alors que, je le rappelle, nous n'avons même pas eu le temps de décaler
et de déceler l'impact positif sur l'économie de la baisse des impôts de production en 2021. Vous nous répondez également refus de toute hausse d'impôts, hors réduction justifiée de niches fiscales et sociales. Justement, la niche fiscale pour les plus grandes entreprises, via les captifs de réassurance, par contre, elle, était urgente. La suppression de la niche fiscale Airbnb aussi, alors que le logement est l'un des premiers enjeux de politique publique et que la Fondation Abbé Pierre évalue à 14,6 millions le nombre de personnes fragilisées par la crise du logement, dont 4 millions mal logés ou sans domicile et plus de 10 millions dans des logements surpeuplés ou trop onéreux. Et je ne parle pas de la crise sur les littorales comme au Pays Basque. Vous nous répondrez également austérité pour les collectivités territoriales, alors qu'elles sont étranglées par la crise avec l'augmentation de leurs dépenses liées au coût de l'énergie ou des denrées alimentaires. Le gouvernement abandonne nos communes, pourtant maillons essentiels au fonctionnement de notre pays. Vous nous répondez également austérité pour la plupart des missions d'État, mis à part l'armée, la police, la pénitentiaire. Elles ont évidemment besoin de moyens, mais la justice aussi, la petite enfance aussi, l'école et les universités aussi, l'aide sociale aussi, le logement aussi, le transport aussi, etc. Vous nous répondez affaiblissement de notre système social et de solidarité, porté notamment par la réforme de l'assurance chômage qui poussera les plus précaires encore plus dans la précarité et du RSA. Et bientôt, via de nouveau un 49.3, la réforme des retraites. Vous refusez quasi systématiquement des propositions pourtant concertées et indolores pour les finances de notre pays, provenant de l'opposition, mais aussi de votre camp, comme une nouvelle taxe sur les superdividendes, et je pense au président Mattei. Vous nous répondez multiplication des chèques et d'aides d'État à la place de politiques ambitieuses, notamment en matière d'énergie. Ce budget, Madame la Première ministre, est bancal et nie les réalités à venir, puisqu'il est fondé sur des hypothèses macroéconomiques détachées de la réalité. Toutes les prévisions des institutions nationales et internationales sont plus pessimistes que celles du gouvernement sur l'évolution de la conjoncture. La probabilité d'une récession en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Europe, aux États-Unis ou mondiale est substantielle, favorisée par une inflation évidemment très élevée et une remontée drastique et soudaine des taux d'intérêt directeurs des banques centrales. Ce budget ne répond pas structurellement aux urgences, contraignant notre pays à une politique fragile de déploiement ponctuel d'aides spécifiques. Pénurie, rationnement, services publics en lambeaux, voilà le bilan de vos choix. Ce budget nie l'intérêt intellectuel d'un débat dans les deux chambres parlementaires, alors que nous sommes au contact direct de nos concitoyens et que nos propositions ont de la valeur. J'aurais préféré, Madame la Première ministre, être ici pour vous parler d'éducation, des écoles rurales, des services publics, d'agriculture, de pastoralisme, de déserts médicaux, des urgences d'Oloron qui ferment à répétition et même peut-être de langue régionale. J'aurais ainsi pu qualifier les méthodes de votre gouvernement de cabourut ou de cache-cogogore. Mais je vous rassure, nous le sommes aussi, Madame la Première ministre, cabourut. Nous sommes usés par vos méthodes, mais nous continuerons à nous battre pour lutter contre les inégalités qui sont néfastes pour notre pays, pour soutenir nos collectivités et nos services publics, pour permettre à toutes les Françaises et tous les Français de vivre enfin dignement. Je vous remercie.